l'Université catholique de Lyon. Donc, je suis Nicole Bourrechel, directrice de Formiris Rhône-Alpes-Auvergne. Et je souhaitais vous remercier de votre présence à ces journées de colloque organisées par l'Université catholique de Lyon et notamment par Bruno de Rochelle, qui est à ma gauche. Donc c'est un colloque national qui a été porté par Formiris et vous venez de tous les coins de France, donc certains viennent de loin. D'autres vont arriver peut-être en fin d'après-midi et demain et samedi matin. Donc vous aurez, j'espère, plaisir à participer à ces 3 journées, mais aussi, je vous le souhaite, de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, cette belle ville de Lyon. Vous serez accueillis demain matin par Louis Lacombe, qui est chef d'établissement mais président de Formiris Rhône-Alpes-Auvergne et administrateur de la Fédération Formiris, et samedi matin par le père Magnien, qui est donc le recteur de l'Université catholique. Vous avez, vous l'avez vu, je pense, un beau programme en perspective. Vous avez des conférences, vous avez des apports également par des tables rondes, vous avez des ateliers, donc vous allez recevoir, vous allez pouvoir participer, échanger entre vous avec des personnes qui connaissent bien le sujet, et puis entre vous, si vous êtes enseignant, chef d'établissement, personnel, il y a peut-être des parents d'élèves aussi dans la salle, donc je crois qu'il y aura des temps d'échange pour vous. Ce colloque a été pensé et organisé également en lien avec le colloque du secrétariat général de l'enseignement catholique qui aura lieu au mois de mars à Lille. C'est le 3e printemps du numérique. Je pense que c'est un sujet important et je souhaite que ces journées de réflexion et de travail vous aident dans vos métiers respectifs, au service des élèves qui vous sont confiés par les familles, et j'espère que ça va vous permettre ensuite d'innover, d'avoir des idées pour travailler au service de ces jeunes et de ce métier que vous faites dans les établissements de l'enseignement catholique. Donc je vous souhaite voilà, un bon travail, des bonnes journées de réflexion, et puis j'espère que vous repartirez avec des idées et de quoi transmettre à ceux qui n'ont pas pu être là, parce que je sais que c'est très difficile de se déplacer. Et je vous remercie en tout cas pour ceux qui ont pu se libérer d'être là pour ces 3 jours jusqu'à samedi. Bon travail. Et Bruno va vous donner le programme plus précis de ces 3 jours. Merci beaucoup Nicole. Voilà, alors je ne vais pas détailler complètement le programme, je vais simplement faire une petite introduction d'abord pour notre soirée, et puis pour l'esprit un peu général du colloque, et puis chaque matin, demain matin et samedi matin, nous vous redonnerons des éléments. Mais d'abord, je tiens à vous accueillir au nom de l'Université catholique de Lyon et du recteur et de l'équipe rectorale. Le recteur sera présent samedi matin, il viendra nous saluer samedi matin. Malheureusement, ni lui ni la vice-rectrice n'ont pu être présents pour nous accueillir, ils s'en excusent. En tout cas, ils m'ont chargé de vous dire combien nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir ici aujourd'hui. Maintenant, rentrons dans notre sujet et la problématique de ce colloque. Je vais faire un petit peu d'histoire parce qu'avec mon voisin qui va intervenir sur cette première partie, Georges-Louis Baron, nous avons, ainsi qu'avec tel ou tel ici dans la salle, nous avons eu la chance d'organiser en 1991 un colloque avec, à l'époque c'était l'UNAPEC, c'était alors Formiris, qui s'appelait Multimédia, nouveaux outils, nouvelles pensées, et qui était extrêmement en avance. C'était en décembre 1991 à Perros-Guirec, et nous avions à l'époque essayé d'explorer les territoires qu'aujourd'hui nous vivons au quotidien. Car on peut dire qu'on était déjà sur les questions d'Internet, mais ce n'était pas Internet, sur les questions du multimédia, mais ce n'était pas le même multimédia, sur les questions de l'enseignement avec les technologies, de l'intelligence collective, Pierre était avec nous à l'époque, Philippe Breton aussi, et donc on avait déjà engagé cette réflexion à cette époque-là. C'est depuis ce temps-là que nous avons pu continuer de cheminer, chacun de notre côté, et si je vous évoque cela, c'est parce que l'un des enjeux du colloque, c'est pas de faire l'histoire, mais c'est de trouver un sens à cette histoire, et surtout de nous dire aujourd'hui quel est le sens qui se construit en termes d'éducation, en termes d'éducation du jeune, en termes d'éducation de la personne, parce qu'en fait c'est une question centrale aujourd'hui
qui doit absolument pour nous dépasser l'habituel travail sur les techniques, les nouvelles techniques, les nouveaux trucs, les nouvelles astuces, qui sont évidemment une tendance évidente et naturelle vers laquelle les technologies nous attirent, alors que souvent on s'aperçoit que derrière cela il y a des questions fondamentales, alors, des questions qui seront retravaillées dans les ateliers en particulier de demain, hein, des questions juridiques, des questions d'identité, des questions d'enseignement, des questions de didactique, des questions de pastorale, bref, un ensemble de questions qui sont en amont, je dirais, du simple fait d'agir au quotidien dans la classe. En amont et en même temps, c'est sous-jacent en réalité à ce que nous faisons au quotidien. L'enjeu de notre colloque est effectivement de travailler ensemble, de faire émerger dans notre travail ensemble des éléments qui nous paraissent devoir être, je dirais, consolidés, confrontés, et en même temps, à la suite de ce colloque, évidemment transmis à ceux qui n'auront pas pu venir ou qui n'auront pas osé venir, car nous avons évidemment prévu de faire des actes. Vous avez vu que nous filmons ces conférences, nous ferons des actes de deux manières, d'une manière filmée et en ligne, et d'une manière plus traditionnelle, sous forme de papier, et nous vous demanderons votre contribution, bien évidemment, en particulier dans les ateliers, et au-delà, si vous le souhaitez, ça va de soi. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans cette présentation, je vais passer le témoin immédiatement à mon voisin, qui sera suivi donc dans cette première partie, donc Georges-Louis Baron, professeur à l'Université de Paris 5, un des meilleurs, je dirais le meilleur connaisseur en France de l'histoire ancienne et actuelle des technologies en éducation, sera suivi d'Andrew Mustermann, qui est le directeur de l'IPER à l'Université catholique, qui nous expliquera son travail et qui mettra en perspective, évidemment, d'une autre manière, de là où il travaille justement, cette question du numérique. Donc nous allons commencer notre après-midi par notre premier temps de travail par ces deux apports, et Georges-Louis Baron, donc, qui est à mes côtés, va désormais tenter de se connecter à l'ordinateur, au vidéoprojecteur. Voilà, il y a un suspense. Voilà, la magie va agir comme d'habitude. Tout cela fonctionne normalement, il faut le temps que ça vienne. Ça s'est beaucoup amélioré au cours du temps, je me rappelle les premières fois. Alors, il va y avoir un temps, ça y est, ça commence en train de venir. Vous voyez comme quoi c'est assez extraordinaire. Maintenant, c'est ton PowerPoint puisse passer dessus. Oui, j'ai tâché de l'employer. Voilà. Alors pour présenter Georges-Louis Baron, il a failli être lyonnais il y a quelques années. Il était auparavant, pendant de très très longues années, il était enseignant d'abord, hein, enseignant dans le secondaire, en mathématiques, et puis après ça il s'est beaucoup impliqué dans les premiers temps de l'informatique scolaire avant de passer une thèse en 1987. Puis de rejoindre des rangs d'université, de l'INRP aussi. Il a été surtout un des grands animateurs de l'INRP sur le domaine des technologies éducatives. Et depuis 2005, il est professeur à l'université Paris-Descartes, Paris 5, où il continue le travail et de recherche et d'enseignement qu'il avait entamé il y a de nombreuses années. Georges-Louis, je te laisse la parole. Merci, vous avez compris que je suis un vieux combattant. Alors, j'ai répondu bien volontiers à l'invitation qui m'a été faite. Je trouve que le thème du colloque est intéressant. Poser les questions en termes de construction dans une société numérique. Toute la question est de savoir ce qu'on entend par société numérique. Et je vais essayer d'éclaircir un certain nombre de choses. Alors j'ai prévu de faire une mise en perspective historique, donc, mais je démarrais bien avant les 50 ans, mais j'insisterai sur les 50 ans. Donc mon discours devrait occuper, si j'ai bien calculé, entre 40 et 45 minutes. Je voudrais mettre en perspective les outils et les instruments d'enseignement et d'apprentissage, la question de la culture qui est liée au numérique, avec l'enjeu de former des personnes qui soient actives dans la société telle qu'elle est. J'ai aussi prévu une courte intervention sur les politiques publiques qui se passent autour du numérique, des choses qui sont très intéressantes, qui sont relativement nouvelles. Et puis je terminerai par après ces 3 points, par quelques perspectives. Donc voilà, c'est parti. Alors tout d'abord, l'ordinateur, il y a longtemps qu'on en parle. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce qui est actuellement à l'écran, si vous l'avez déjà vu.
Hein? On ne le voit pas. Ah bah oui, on ne voit pas. Ouais, c'est un petit peu mieux, parce que j'ai prévu un certain nombre d'images, j'aime bien les images. Donc là, vous avez c'est Computopia, c'est une revue japonaise pour enfants, 1969, qui pense à une révolution de l'ordinateur en éducation. Et vous voyez une situation qui n'est pas si mal vue que ça, l'enseignante est sur l'écran, c'est pas vous voyez, peut-être c'est un film qui est projeté, et elle pose des questions, on est dans un contexte de QCM, et 3000 x 25, et on voit que les enfants répondent à l'ordinateur, donc c'est un enseignement qui est en même temps frontal, mais l'enseignant est à distance, et on voit qu'il y a un grain de sel là-dedans, on voit qu'il y a des espèces de robots qui donnent des coups sur la tête des élèves qui répondent faux. C'est-à-dire, on est devant, comme toujours, si vous voulez, lorsqu'on fait de la prospective, on regarde aussi dans son rétroviseur, c'est-à-dire on se fonde sur ce qui a été vu. Et donc, et en fait, c'est relativement important quand on étudie les influences de l'informatique, du numérique, de l'ordinateur sur l'éducation. Effectivement, on a toujours tendance à prolonger des choses qui ont été faites avant, et on est sur des choses qui évoluent extrêmement lentement. Un système éducatif évolue avec une base de temps qui est de l'ordre de 10 ans, multiple de 10 ans. Hein. C'est-à-dire, en éducation, comme ailleurs, l'excès à la vie courte, et pour reprendre ce que disait mon collègue Pierre Leglin, on est dans quelque chose qui est très continuiste. Alors, je vais essayer d'illustrer ça. Je vais commencer quand même par revenir par deux petites assises, quoi. Le numérique, qu'est-ce que c'est le numérique? Je disais dans le petit résumé que j'ai fait, le numérique, on croit savoir ce que c'est, mais si on veut l'expliquer, c'est beaucoup plus difficile. Donc moi, je vais me concentrer sur deux points: les outils pour enseigner et apprendre, d'un côté, et deuxièmement, tout ce qui relève de la culture numérique. Et pour aller vite, puisque tout le monde croit savoir ce que c'est, mais c'est beaucoup plus difficile de dire ce qu'est une pédagogie numérique, une société numérique, c'est pas vraiment totalement numérique. Le point le plus important, c'est qu'effectivement, les ordinateurs que vous avez vu apparaître à la fin des années 60, dans l'image que je vous ai montrée avant, sont en train de disparaître progressivement, ils sont remplacés par d'autres, bien sûr, ils existent encore, mais ils tendent à être remplacés par d'autres équipements, mobiles, ubiquitaires, tout ça. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a partout des ressources numérisées en ligne auxquelles on accède immédiatement, et il y a beaucoup d'instruments pour les traiter, et ça change notre rapport de savoir. Alors je me rappelle qu'en 91, puisque c'était à Perse d'Irel, Pierre Lévy développait à l'époque l'idée d'une mutation anthropologique. Alors, mutation anthropologique, je ne sais pas, mais il y a très certainement des choses qui sont en train de fonctionner, pourvu néanmoins qu'il y ait des infrastructures. Il y a des endroits, en ce bas monde, il y a des pays où il n'y a pas les infrastructures, et donc rien que ceci n'est possible. Donc, ça, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire je vais essayer de voir en quoi il s'agit d'une évolution sur deux registres qui sont deux registres très, très différents, c'est-à-dire les outils d'apprentissage et d'enseignement, en particulier ce qui relève de la technologie éducative, qui est du domaine des méthodes d'enseignement, et ce qui relève de la culture numérique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait apprendre. Voilà. Alors, je commence à nouveau par une image. C'est une histoire ancienne. Est-ce que vous reconnaissez ce dont il est question? C'est quoi? C'est un iPad, hein? Non? Alors, pardon? C'est une tablette, et la source, c'est le musée des arts cycladiques d'Athènes, si vous voulez. C'est-à-dire, on a dans l'histoire de l'éducation, très très tôt, dès le début de la pédagogie, utilisé des instruments. Ici, on a un instrument, et donc on va retrouver dans ce panorama que je fais, l'instrument de l'élève et l'instrument du maître, et l'outil du maître, qui sont très souvent en tension. Hein. Mais dans tous les cas, le maître prescrit à l'élève. Alors ici, on a une tablette en bois qui est recouverte de cire d'abeille, il y a différents types de stylets, et les enfants, qui sont des enfants libres, qui sont dans les sociétés, dans la bonne société, si je peux dire, ils apprennent donc,
ils apprennent à écrire, donc ils font des lettres, ils effacent avec une spatule. Donc on a un instrument qui est interactif, et donc qui est d'une certaine manière l'instrument de l'élève, mais sous le contrôle du maître. Alors, sautons quelques siècles, voilà une autre image que vous avez peut-être déjà vue. Donc c'est issu d'un almanach des arts et métiers de 1901, et c'est un projecteur de plaques de verre, comme Jacques Perriot en a souvent parlé. Ce modèle est assez sophistiqué, c'est-à-dire c'est un modèle à deux objectifs, donc qui permet de faire du fondu enchaîné en somme. Et donc, vous voyez, il fonctionne au gaz, on le gaz, et je crois que dans la publicité, on dit qu'il est bi-énergiste, et il marche aussi à l'électricité. Donc là, on a un outil qui, d'une certaine manière aussi, est un outil du maître, c'est un outil de pédagogie frontale, qui vise à montrer des choses aux élèves, et on pourrait tout à fait dire que ce type d'outil, il est très compatible avec ce que j'utilise actuellement, c'est-à-dire le visioprojecteur. À une différence près, c'est qu'on peut, avec ça, projeter uniquement ce qui était déjà dans le magasin. Avec les visioprojecteurs actuels, on peut aussi improviser en allant voir sur Internet, en montrant aux élèves, etc. Mais on a donc ces outils-là se situent dans une tradition qui est relativement longue. Alors, une autre, je ne sais pas si vous connaissez Albert Robida. Albert Robida est un auteur de la fin du XIXe siècle qui a inventé, qui est à l'égal de Jules Verne, qui a écrit une série de livres que vous trouvez en ligne directement sur le site de la BNF, qui sont très drôles, qui sont très intéressants. Donc voilà l'invention par Albert Robida du téléphonoscope, dans son livre qui s'appelle Le XXe siècle. Donc vous avez une demoiselle qui suit des études d'ingénieur à distance. Elle habite, le texte explique qu'elle habite en banlieue, qu'elle habite en province, qu'elle ne peut pas se déplacer facilement. Donc elle suit les cours des meilleurs enseignants à distance par le téléphonoscope. Le même téléphonoscope qui sert au père de la jeune fille à aller au théâtre à distance, etc. Il y a déjà des anticipations. Et là, on est davantage dans l'utilisation de la technologie pour... alors, on ne sait pas très bien si c'est enseignement individualisé. D'après le livre de Robida, c'est enseignement individualisé, mais ça pourrait aussi être de l'enseignement complet, de l'enseignement mutuel. On pourrait imaginer qu'il y ait 150, 2000 femmes ou hommes qui soient là en train de faire des choses. Et on est, je ne dis pas qu'on est sur l'ancêtre des MOOC, mais on est sur une anticipation de la possibilité de former à distance. Là, le maître, probablement, il intervient directement. Alors, voilà une autre image qui est toujours issue de Robida. Donc, vous voyez un monsieur, donc, derrière lui, il y a marqué librairie phonographique, et il a autour du cou un truc qui s'appelle Manuel du Bachot. Le Bachot, et donc c'est tout à fait un ancêtre, du podcast, ou si vous voulez bien, c'est un ancêtre du mobile learning. Là aussi, alors là, on a un outil qui est un outil de bachotage, c'est explicite, et donc cet homme, j'ai envie de dire ce jeune homme encore, il écoute le discours du maître, mais il écoute, c'est un discours qui a été enregistré. Là aussi, on a une anticipation d'une modalité qui s'est beaucoup développée et qui reste assez importante, qui est celle du cours enregistré, alors, ou cours par podcast maintenant, ou cours filmé, comme on trouve dans les MOOC. Enfin, toujours pour illustrer, pour finir d'illustrer, mais finalement cette continuité autour des modalités d'apprentissage avec les technologies, voilà donc c'est issu de Norman Crowder. Je ne sais pas si vous entendez parler de Norman Crowder. En général, on connaît mieux Bruce Skinner. Bruce Skinner, qui est l'inventeur d'un enseignement programmé linéaire, si vous voulez, où les apprenants vont d'une étape à l'autre de manière linéaire. Norman Crowder a inventé quelque chose qui est toujours utilisé, qui est la programmation qu'il appelait intrinsèque, la programmation ramifiée. C'est-à-dire, vous avez une suite de situations où vous exposez quelque chose, des connaissances, vous posez une question à l'élève, apprenant, et en fonction des réponses de l'apprenant, vous le dirigez vers un autre item. Donc ici, on n'est pas devant un ordinateur, on est devant une machine à enseigner qui a été
qui était utilisé. Là, on voit bien le monsieur qui suit ça, c'est un militaire, donc il suit les cours à distance. Et donc là, on est devant une situation qui est intéressante, où est l'enseignant? L'enseignant, finalement, il a conçu le cours, il était en situation de conception du cours, et puis après, le cours se déroule seul, si vous voulez. Donc l'enseignant est à distance de l'apprenant, et ça nous interroge. On est là devant des choses qui sont tout à fait actuelles. Alors, bien entendu, il y a des limites, il y a une série de boutons, c'est des questionnements à choisir. Donc, ce que je voulais dire, les exemples que je voulais donner, c'était des exemples d'apprentissage qui étaient médiatisés, qui faisaient appel à des machines, où la programmation didactique était plus ou moins explicite, et où finalement le maître était un petit peu à distance de ses apprenants. Alors, ça, c'était un panorama sur, en gros, une histoire sur des milliers d'années. Mon discours aujourd'hui est centré sur 50 ans en France de technologie, en France et à l'étranger. J'ai parlé de l'étranger, j'ai cité de Crowder, je vais me centrer sur la France, en fait, maintenant. Et il y a un certain nombre de lettres clés qui sont intéressantes dans le domaine des outils pour apprendre. On a relativement oublié maintenant qu'en 1963, il y a eu ce qu'on appelait un plan de relance de l'audiovisuel, qu'on appelait le plan d'Omergue, si ma mémoire est bonne, du nom d'un inspecteur général. Et à cette époque-là, on croit aux vertus de l'audiovisuel, des médias, et il y a des politiques publiques qui sont mises en œuvre et qui donc tournent autour des médias. Donc l'audiovisuel ici est utilisé plutôt dans une vision collective, plutôt pour un enseignement frontal, c'est-à-dire pour montrer dans ces années 60. Et dans le même temps, et cette décennie 60 elle est intéressante, il y a un autre mouvement qui monte en puissance, qui est le mouvement des machines à enseigner. Donc, je vous en ai montré une, c'est la machine de Crowder, et qui vise, elle, de manière tout à fait différente, à individualiser l'enseignement. Donc c'est ces deux tendances qui sont là au début, une vision plutôt collective de monstration, de faire prendre conscience aux élèves de quelque chose, et une vision d'individualisation de l'enseignement. Alors bien sûr, ce que je vous présente est un petit peu schématique, on trouve très tôt aussi, et plutôt peut-être aux marges de l'école, des gens qui utilisent le cinéma et pour se développer les jeunes. Ça, c'est des choses qu'on trouve aussi. Là, j'essaye de donner des dates clés du point de vue des autorités pédagogiques. C'est-à-dire, c'est les années phares. Donc, individualisation d'enseignement, plan de relance de l'audiovisuel. Et alors, bien sûr, ce que j'ai montré jusqu'à présent, une petite dernière. Est-ce que vous connaissez ce genre de machine à enseigner? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans les années 60, on pense... Alors, la distinction est importante, non seulement à l'enseignement programmé, mais à ce qu'est une programmation didactique. Vous avez là, devant vous, un exemple des bandes enseignantes de Célestin Freinet. Célestin Freinet, à la fin de sa vie, a publié avec Berthelot, en 64, 70, 66, Bande des boîtes enseignantes. Et donc, il a expliqué qu'il avait des méthodes très originales pour aider les enfants à apprendre. On a un outil d'apprentissage qui n'est pas du tout numérique, bien sûr, mais ce qu'on va trouver là, finalement, d'une certaine manière, peut très bien être transposé dans le registre de ce qu'on appelle le numérique. Alors, j'ai terminé ma présentation de ce que je vais vous montrer. Je voudrais revenir en synthèse, finalement, sur ce que l'histoire nous dit finalement sur les dispositifs techniques dans l'enseignement, qui maintenant sont tous numériques. Il y a d'abord les outils des enseignants, avec la dimension aide à la transmission du cours, substitut local de l'enseignant, c'est-à-dire soit EAO, soit cours filmé, enseignement programmé. Et puis, par ailleurs, on trouve aussi quelque chose qui est important, qui est l'instrumentation des activités des apprenants. Alors, tout ça, ça a été assez bien exemplifié, assez bien
soumis à recherche, à publication. Je vais peut-être me concentrer sur la troisième chose, sur la troisième idée qui me semble mieux cadrer avec le thème du colloque, mais tout fait système finalement, c'est transmission des cultures. Est-ce que finalement, autour, aujourd'hui du numérique, hier de l'informatique, avant-hier de l'audiovisuel, il n'y a pas des éléments qu'il importe absolument de transmettre à tous les enfants, pour qu'ils soient des citoyens, pour qu'ils se construisent comme des personnes responsables dans la société. Et donc, je vais maintenant me concentrer sur ces choses-là, comment transmettre à tous et à toutes une culture des hautes technologies, et je serai amené, puisque je fais un panorama sur les 50 dernières années, je serai amené à me concentrer sur l'informatique et la manière dont l'informatique a été prise en compte dans le système. Alors, quelques éléments de périodisation, rapidement, si vous voulez, avant de parler d'informatique, je vais revenir là, c'est-à-dire, très tôt, on se dit, il faut donner à tous les jeunes une culture des médias. Donc, dès les années 60, on parle d'école parallèle avec la télévision, et on explique qu'il faut former des téléspectateurs, qui soient des téléspectateurs actifs, qui soient qui sachent faire. Donc il y a des grands noms, il y a Friedman, il y a Giacchino qui commence à être actif à la fin des années 60. Dans les années 70, il y a un autre mouvement qui monte progressivement autour de la culture informationnelle, c'est-à-dire l'information, les médias. Ça joint un peu les médias, mais il y a une documentation, ces deux premiers éléments sont assez proches les uns des autres, et il y en a un troisième qui apparaît, qui est lié à l'informatique, qui donne réellement lieu à des enseignements à partir des années 1980, et qui est en tension avec les deux premiers. Et là, il y a un malentendu qui reste relativement profond entre ce qu'est une information, si vous voulez. Pour les deux premiers, l'éducation média, la culture, tout ce qui est culture informationnelle, on est devant une vision d'une information qui nous est immédiatement familière, c'est-à-dire c'est l'information dans le journal, à la télévision, l'information. En revanche, pour les informaticiens, est-ce que l'information est également la même chose? Non. La définition de l'informatique par l'Académie française en 1966 explique bien que l'information, c'est le support des connaissances indépendamment de leur sens. Donc il va y avoir là des tensions sur lesquelles je vais essayer de lever un petit peu le voile, si je veux dire, de donner quelques indications. À part ça, j'ai mon dernier transparent qui est un transparent avec quelques références récentes qui sont en ligne. Alors, j'ai insisté sur le rôle de l'informatique. Alors, revenons sur l'informatique, c'est quelque chose qui est assez intéressant. L'informatique, en fait, intervient dans l'enseignement scolaire français de formation générale à partir de 70. Alors, bien sûr, ce que je dis devrait être modulé dès les années 60. Vous avez des lycées techniques qui sont équipés d'ordinateurs. Dès les années 60, en particulier en gestion, mais aussi en fabrication mécanique, dès les années 60, vous avez des manuels d'informatique qui sont plutôt en direction des élèves du secteur technique. Et dans l'information générale, les premières politiques datent de 70, et 70 c'est une année importante. C'est l'année où un chercheur qui s'appelle Seymour Papert, qui est un informaticien, inventeur d'un langage qui a eu son heure de gloire, qui s'appelle Logo, dit au premier colloque sur l'ordinateur en éducation, il faut choisir, c'est la fameuse histoire, il faut être contre moi ou avec moi, il dit, il faut choisir, il faut, ou bien l'enfant programme l'ordinateur, ou bien il est programmé par lui. Donc c'est une alternative très forte qui va marquer la pensée pédagogique pendant un certain temps et puis qui sera peut-être, qui maintenant il faudrait, plus tellement présent. Et en 70, les pouvoirs politiques français lancent une opération d'équipement de lycées avec des ordinateurs, et ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'à cette époque-là, on décide de ne pas enseigner l'informatique. On dit l'informatique est très important. La première circulaire
de 1970 du ministère dit attention, l'informatique c'est très très important, ceux qui ne comprennent pas l'informatique seront infirmes, seront incapables d'être des citoyens tout à fait responsables. Mais en 70, on n'enseigne pas l'informatique, on dit ce qui compte dans l'informatique, c'est la démarche informatique. Alors, et donc, il y a tout un ensemble de théories sur la démarche informatique. D'ailleurs, en 70, on est incapable d'enseigner l'informatique. D'autres pays ont essayé, on est incapable d'enseigner l'informatique comme on enseignerait maintenant. D'autres pays ont essayé. Souvent, à cette époque-là, l'enseignement de l'informatique, c'est l'enseignement d'un langage de programmation. Le langage de programmation évolue très très vite. Et on va se rendre compte assez vite qu'il y a autour de l'informatique plus que des choses qui sont liées à l'apprentissage d'un langage de programmation. Alors toujours sur l'informatique, au début c'est une démarche. En 80, les politiques nationales disent « Ah, c'est un objet ou un outil d'enseignement ». Donc on met en place un enseignement d'options informatiques en lycée, d'abord à titre expérimental, qui a une vie assez courte d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire va terriblement vite. Et plus vite que ne peuvent réagir les politiques nationales. Donc, en 85 est une période où ce qui s'est développé, c'est des progiciels, ce qu'on appelle des progiciels à l'époque. Je ne sais pas si vous connaissez encore le terme de progiciel. Oui? Non, plus. Le progiciel, c'était le logiciel professionnel. Exemple de logiciel de progiciel, un des premiers progiciels qui équipe les lycées, on appelle Word. Ça doit être Word 1.0, un truc comme ça. Un autre, c'est Multiplan, un tableur. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire ce qui va se diffuser, on n'aura plus directement besoin de programmer la machine, on pourra utiliser des logiciels qui sont spécialisés dans un type de tâche et qui comportent généralement d'ailleurs des langages de description et de manipulation de données. Et à partir de 85, la perspective va changer. Et en particulier, le ministère va dire, oui, il y a l'informatique, mais ce qui compte, c'est l'outil d'informatique. L'informatique va perdre son statut de nom pour devenir un adjectif. Et donc, en particulier, le plan informatique pour tous, en 85, c'est, à ma connaissance, une des premières fois dans les discours ministériels, on dit l'outil informatique, les technologies nouvelles, et puis, à partir de là, l'informatique elle-même va passer au second plan. Et les années 90-2000, ça va être l'outil informatique. Alors, l'outil informatique, c'est compliqué parce que finalement, un traitement de texte, c'est pas la même chose qu'un tableur, c'est pas la même chose qu'un logiciel de traitement d'image, c'est pas la même chose qu'un navigateur web. Donc, c'est pas les mêmes compétences qui sont à mettre en place. Mais dans ces années-là, on supprime l'option informatique des lycées, et puis on dit, mais non, l'outil informatique. Et on dit ce qu'on a dit aussi pour l'audiovisuel, c'est-à-dire l'informatique doit être prise en compte dans les différentes disciplines. Il n'y a pas lieu de créer des disciplines nouvelles. Et cette tension sur comment faire de la place à des savoirs nouveaux en dehors d'une discipline établie est une tension qui est constante, enfin qui est récurrente dans l'histoire liée aux technologies. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut déléguer aux autres disciplines? Est-ce qu'on peut adopter une démarche intégrative ou est-ce qu'il faut créer un enseignement? Donc les deux positions, elles s'exercent, j'en dirai un mot tout à l'heure. Alors, l'histoire va vite en réalité, c'est-à-dire depuis 2000, il y a Internet, il y a le web 2.0, c'est-à-dire il y a Facebook, il y a Twitter, il y a tout un ensemble de nouvelles choses qui arrivent, et voilà, on arrive à être dans le numérique. Et que devient l'informatique dans tout ça? Ce qui est intéressant, donc les plus... Alors, je pense qu'on est un certain nombre à s'en souvenir, alors que l'informatique a fait l'objet, dans les années 1990, d'une sorte de tabou, ou alors l'informatique était un adjectif. On se rend compte, le ministère directement commence à se rendre compte que c'est peut-être un petit peu plus compliqué et qu'il y aurait des choses à transmettre aux enfants. Et donc c'est d'ailleurs à ce moment-là que se mettent en place ces schémas que vous connaissez, le B2I, le C2I. Donc, il y a un nouvel intérêt pour l'informatique, on reconnaît qu'il y a des besoins de compétences, et ça c'est relativement intéressant. C'est-à-dire, je connais quelqu'un qui fait sa thèse là-dessus, ça ouvre des promesses relativement intéressantes d'enseignement centré plutôt avec des démarches plus ouvertes d'éducation moderne, où on apprend
finalement, à faire marcher les ordinateurs. Et tout ça, c'est par domaine de compétences. Ce que fait le B2I et le C2I, c'est qu'ils, d'un certain point de vue, ils sont totalement découplés de l'idée de curriculum. Il n'y a pas de curriculum B2I, on apprend ça dans les autres disciplines. Le B2I et le C2I ont une autre originalité dans le système français, c'est que c'est l'introduction de certifications. C'est plus des diplômes, c'est des certificats qui sont garantis par l'État. Alors, vous avez d'autres pays, je ne sais pas, vous savez peut-être, vous avez entendu parler du passeport de compétences informatiques européen, des choses comme ça. Vous avez certains pays où vous passez une certification qui est organisée directement par une fondation privée. En France, on a défini B2I, C2I, et tous les enseignants qui se forment, en particulier, doivent passer le C2I, doivent passer les 2 niveaux du C2I. Ça, c'est un acquis, s'il vous plaît, des années 2000. Donc, si je résume autour de l'informatique, on a une sorte de mouvement de pendule, où au début on dit l'informatique c'est fondamental, et puis après on dit il y a un outil informatique, il y a besoin d'apprendre, et puis dans les années 2000, le pendule commence à aller dans l'autre direction, on dit mais non, il y a peut-être des choses à apprendre, mais il n'y a peut-être pas de connaissances. Et ça va donner lieu à des débats dans la deuxième moitié des années 2000, où il va y avoir une insurgence assez nette d'un intérêt pour l'informatique, un champ qu'on va appeler informatique et technologie de l'information et de la communication. Et finalement, vous avez peut-être vu récemment, donc il y a eu tout un tas de rapports. Il y a un rapport sur les écrans de l'Académie des sciences, un rapport sur l'enseignement informatique de l'Académie des sciences. Et le système éducatif, c'est pas trop bien quoi faire avec ça. Alors, il y a une idée qui est née, ça c'est assez intéressant je trouve pour les éducateurs, qui est née vers le milieu des années 2000, qui est l'idée de translittération. Vous êtes familier avec cette idée-là, ça nous vient des États-Unis. En gros, l'idée, c'est de dire, voilà, vous avez d'un côté l'informatique, de l'autre côté les médias, l'information, et là, ce qu'il faut, c'est inventer une translittératie. C'est une sorte de synthèse. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais l'idée est là. Alors, finalement, ce qu'il y a derrière l'idée de translittératie, je vais apprendre une idée à Éric Brouillard, c'est que désormais, le lire, écrire, compter va être remplacé par lire, écrire, computer. Voilà. Computer étant le nom du latin, pas computer, hein, c'est computer. Et voilà. Alors, il y a eu, donc je crois qu'il y a eu un certain nombre de travaux assez intéressants sur, oui, il faudrait de la translittératie, il y a des projets européens, des trucs comme ça. Mais on se rend compte, effectivement, de la tension qui existe entre, d'un côté, c'est un peu la tension que vous connaissez dès les années 60 et 70, l'informatique qui tend à trouver que ce qui est important, c'est l'algorithmique, la programmation. Mais tous les informaticiens ne disent pas exactement ça d'ailleurs, et puis ce qui est plutôt vers l'information, les médias, voilà. Donc l'histoire est en train de se faire, pour l'instant il n'y a pas de création de nouvelles disciplines, donc il y a toujours ce balancier entre une approche disciplinaire, une approche intégrative. C'est très dur en France de créer des nouvelles disciplines, de créer des enseignements spécifiques. Vous avez peut-être lu les œuvres de Chervel, André Chervel. André Chervel vous dit quelque chose, c'est un grand historien des disciplines, et qui relève qu'en France, pour créer une discipline, ça peut prendre une cinquantaine d'années. Vous voyez, créer une discipline en France, c'est assez lourd, c'est créer un corps de professeurs spécialistes, etc., etc. Donc, on en est là, donc on est dans une certaine... Il y a un certain espoir qu'on va arriver vers quelque chose qui va permettre de former les jeunes. On ne sait pas encore quoi. Et d'ailleurs, la recherche peut dire, voilà, il y a ceci, il y a cela, mais la décision de créer un enseignement est toujours une décision politique. Et en tant que telle, elle est influencée par le rapport de force générale et très probablement, donc ça c'est une idée de Chervel, elle est influencée par l'existence d'un consensus sur les finalités de la mise en place de la discipline. Pour l'instant, le consensus n'est pas tout à fait là. Alors, j'avance un tout petit peu, je ne perds pas trop, donc je vais, pour être complet, enfin, je ne vais pas être complet, je vais revenir sur l'évolution des politiques publiques, et donc là, ça va être c'est assez simple. Il y a une très forte impulsion nationale jusqu'en 85. En 85, le plan informatique pour tous peut être interprété comme un plan où on donne le balancier aux régions.
aux collectivités territoriales. Les collectivités territoriales s'emparent très doucement de ça, et on constate une inflexion à partir de 2000. À partir de 2000, il y a eu... L'histoire contemporaine montre qu'il y a un certain désintérêt au niveau national pour les questions de technologie de l'information et de la communication. Et on voit très récemment, à nouveau, que le pouvoir central comprend qu'il y a un certain nombre d'enjeux très très forts qui sont liés à son intervention dans le domaine de la pédagogie, et il y a des plans numériques, Vincent Payan, etc. Vous avez vu récemment le réseau professionnel enseignant, il y a des plans extrêmement ambitieux qu'on peut aussi interpréter comme un souhait de reprise de leadership de l'État. Parce qu'effectivement, quand on regarde les tendances et les enjeux, effectivement, donc ce transparent, j'en ai déjà un petit peu parlé, les collectivités s'emparent de cette question-là, elles veulent mener des actions visibles, donc elles équipent en ordinateur portable, en tableau numérique interactif, et très tôt, elles s'intéressent aussi aux ressources. Ce qui veut dire que, et ça, à partir du moment où on est avec des ordinateurs, ou des outils de type ordinateur qui fonctionnent avec du logiciel, la question du logiciel, elle peut poser problème. Est-ce qu'on est dans le domaine pédagogique ou pas dans le domaine pédagogique? Et qui décide de quoi? Et comment tracer une frontière entre ce qui est pédagogique et ce qui ne l'est pas? Donc, on est actuellement dans une situation que je trouve très intéressante, avec une recomposition, avec des questions de leadership, par exemple les ENT. C'est une grande innovation française du début. En fait, ça date du début des années 2000. C'est implémenté depuis, ça met un peu de temps à s'implémenter. Qui est responsable de quoi? Où est-ce que ça va? Et donc, on est là devant un sujet de recherche qui est très intéressant, avec aussi possiblement la question du leadership, et en particulier du chef d'établissement, et la question des partenariats inventés avec le secteur privé, mais aussi avec les parents. Si vous voulez, désormais, je ne sais pas, il y en a certainement parmi vous qui travaillent dans le domaine de la vie scolaire, désormais, les outils de communication sont partie intégrante du travail des CPE, donc ça peut... comment tout ça va se reconfigurer, c'est une affaire qui est une affaire à suivre. Donc je vais essayer non pas de conclure, mais de mettre un terme à mon intervention, de manière à ce que, si vous le souhaitez, il puisse y avoir une expression de la salle. J'ai conscience d'avoir affaire à des gens qui savent, qui ont une expérience pratique de ce que c'est. Alors, quelques mots sur les perspectives, plutôt dans le domaine pédagogique, puisque le numérique, on l'a vu, à la fois s'inscrit dans une histoire longue et permet des changements qui donnent lieu à des tensions, des innovations. Alors, voilà, aujourd'hui, le modèle prédicatif de l'enseignement, c'est-à-dire le prof qui fait une prédication, il est toujours des virtualités. Mais ce qui a changé beaucoup, c'est la présence massive des technologies en dehors de l'école, la possibilité pour les apprenants d'aller voir instantanément, vérifier le discours du prof, d'aller chercher un certain nombre de ressources, le tout se passant dans une situation qui est limite préoccupante, c'est-à-dire les jeunes n'ont pas de maîtrise spontanée de ce qui se passe avec les technologies. C'est-à-dire l'idée du digital native qui a été popularisée par Marc Prensky au début des années 2000, l'idée de l'aborigène numérique, ça ne tient pas. C'est un enfant, s'il n'a pas appris, il ne s'approprie pas. Il apprend à l'école, il apprend dans sa famille, il apprend dans le groupe de pairs. Et actuellement, c'est un des arguments qui milite pour qu'on mette en place effectivement des formations, qu'on équipe les jeunes finalement avec non seulement avec les compétences, mais aussi avec les savoirs qui leur seront utiles. Alors, une autre question qui est troublante, c'est la question des formations hybrides. Maintenant, on peut suivre des formations partiellement à distance. Vous avez des auteurs américains, je pense à Collins et Anderson, qui prédisent une disruption, comme ils disent, du modèle de l'école, parce que y a l'école, donc on y va pour se socialiser, mais il y a certains enseignements qu'on n'a pas les moyens de donner, pas de problème, on va les donner à distance. On va créer un marché, d'ailleurs, des formations, pas en latin, en grec ancien, donc on va aller vers des formes hybrides. Et tout ça étant... alors, il y a des gens qui prédisent des changements, d'ailleurs, Collins et Anderson prédisent des changements dans les 10 années à venir. Vous avez
d'autres auteurs. Non, c'est pas Colin Sanderson, c'est. Ah, c'est quoi? Ouais, écoutez, ça va revenir. Donc, il y a des Américains qui prédisent des changements, finalement, et on voit que derrière tout ça, il y a quelque chose qui est extrêmement prégnant, qui est la question des modèles économiques, que l'on retrouve tout le temps, c'est des technologies, quel modèle du libre, quelles sont les possibilités, quels sont les modèles, les limites du modèle du logiciel libre, c'est-à-dire de cette espèce d'utopie moderne sur laquelle le savoir se partage, etc. Alors, d'ailleurs, on vit une époque très intéressante, puisqu'il y a un certain nombre de communautés d'enseignants qui font des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Je pense en particulier à CESAMAT, en mathématiques, c'est-à-dire des associations de profs qui font un manuel, etc. Il se passe vraiment des choses tout à fait intéressantes, mais la question, c'est quand même le modèle économique. Je ne peux pas aborder ça. Je voudrais, pour conclure, arriver sur deux choses qui m'ont l'air très importantes, qui sont aussi un des acquis de l'histoire. C'est le rôle fondamental des enseignants en tant que corps et communauté pour innover. Quand vous regardez... L'idée n'est pas une idée d'intégration. Quand vous regardez ce qui s'est scolarisé à l'école, eh bien, vous voyez à peu près toujours que c'est un héritage très indirect de recherche, d'innovation qui ont été menées avec ou par des enseignants, avec l'appui de corps constitués, soit des chercheurs, l'INRP, soit le ministère, qui a eu très longtemps un secteur d'innovation extrêmement actif. Et la deuxième idée qui est importante, c'est actuellement le rôle important, crucial, de l'accompagnement de l'innovation. On sait que quand on regarde le cheminement de l'innovation, c'est que beaucoup d'innovations, en général, l'innovation ne se traduit pas directement en réalité banalisée. Le passage à l'échelle se fait mal, mais il se fait d'autant mieux qu'on arrive à accompagner les acteurs qui innovent au-delà du moment où l'innovation est sur le front de vague de la modernité. Alors, je vais m'arrêter là, je ne sais pas exactement combien de temps j'ai parlé. J'ai quelques références bibliographiques récentes, autour du learning design, de l'informatique en éducation, de l'apprentissage du numérique. Peut-être avons-nous quelques minutes, si vous souhaitez, réagir à mon intervention. Merci beaucoup. Je vais vous proposer maintenant de prendre un temps d'échange entre nous et donc de réagir dès à présent à ce que Georges-Louis nous a proposé et de commencer à mettre en perspective. Alors, une première question, là, pour le fond. Oui, alors des questions, des commentaires, et puis peut-être, je ne sais pas qu'on n'a pas beaucoup de temps, peut-être l'idée c'est que la parole circule et que je ne réponds pas à chaque question, mais que j'essaye de faire des éléments de réponse. Oui. Bonsoir. Plus qu'une question, c'est une demande de précision. Est-ce que vous pouvez revenir une seconde sur le concept de translittératie que je n'ai pour ma part pas du tout saisi? Oui, oui. Alors ça, c'est une réponse courte. Je mentirais si je vous dis que j'ai bien compris ce que c'est aussi. Mais en gros, c'est intéressant, c'est très intéressant, parce qu'on a finalement des gens qui sont de cet avis-là, et il y a une communauté, et en gros, c'est une communauté qui se constitue autour de ce qu'on appelle les humanités numériques, qui dit, réfléchissons à ce qui est commun entre les humanités et l'informatique. En gros, l'informatique est souvent associée à la technique, et un des stéréotypes, c'est de la penser en opposition aux sciences de l'homme. Donc l'idée de translittératie, alors il y a une très vaste littérature, je disais, je ne sais pas trop, c'était pour aller vite, c'était aussi Web. Dans un des articles qui est paru très récemment, j'analyse ça plus en détail. Mais ça vaut la peine d'aller voir. D'autres questions, une remarque, une réflexion? Alors j'enchaîne. Vous voyez, en fait, mon idée, moi je paraphrasais en fait en disant on croit savoir, mais quand on nous demande ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est. En fait, ça fait référence à Saint-Augustin quand il parle du temps. Hein. C'est-à-dire que le numérique est devenu une notion qui n'importe alors
a plus les moyens que pour le temps, qu'il importe de déconstruire. Et donc, il me semble que chacun des acteurs est à même, à partir de son expérience et de ce qu'il sait, de donner son avis. C'est peut-être aussi une des choses que je vais dire, parce que j'ai essayé de dire vers la fin, l'avenir n'est pas du tout écrit. Mais l'agenda, on voit très bien quand on fait de la recherche sur le numérique à l'école, l'agenda des uns et des autres n'est pas du tout le même. L'agenda des élèves n'est pas l'agenda des enseignants. Tous les enseignants n'ont pas le même agenda. Les chefs d'établissement ont d'autres. Même la vie scolaire, il y a un autre agenda. Une question, Georges-Louis. Lorsque tu observes aujourd'hui la façon dont un ministère s'empare de cette question-là, puisqu'il semble vouloir faire une sorte de rupture, dans quel sens tu perçois, toi, cette évolution? Je ne dirais pas qu'il y a un mouvement balancier, mais moi je suis très frappé, si vous voulez, du changement d'attitude sur la durée moyenne du pouvoir national par rapport aux technologies. Donc, jusqu'en 85, il choisit tout, y compris les types de machines, et à cette époque-là, il y a effectivement des enjeux, parce qu'on a une informatique française, on a une industrie informatique française, si vous voulez. En 85, le plan informatique pour tous, on manque à très peu d'équiper toutes les écoles avec des Macintosh d'ailleurs. Mais ça ne se fait pas parce qu'on a une industrie française qui est le Thomson. Et cette industrie française, elle n'existe plus. Je pense que le niveau national est très conscient de la responsabilité qu'il a dans l'enseignement public, qui est de sa responsabilité vis-à-vis de la pédagogie. Il y a un ancien inspecteur général, André-Marie Bassi, qui parle de la d'autres que lui parlent de la sanctuarisation du pédagogique. Le pédagogique appartient aux lignes, au domaine réservé, en somme, de l'éducation nationale. Ce qui est en train de se passer, et c'est, je crois, particulièrement vrai à l'école primaire, parce qu'à l'école primaire, en particulier avec la réforme Payon, on va assister à une sorte de porosité entre ce qui est vraiment scolaire, et donc qui est de la responsabilité des autorités ministérielles centrales ou déconcentrées, et ce qui est la responsabilité des municipalités, c'est-à-dire avec des ateliers, des choses comme ça. Alors, je sais bien, le scolaire, c'est pas pareil. Il y a des choses qui sont à l'œuvre. Et je crois que ce qui se pose aussi dans le système français, c'est le problème du leadership qui se pose de manière un petit peu différente. Il faudra voir. Alors maintenant, le ministère, c'est vrai que récemment, il a repris, et en particulier ça date du ministère Payon, il a repris des actions qui sont assez ambitieuses et on ne sait pas encore ce qu'elles vont donner, mais c'est l'histoire qui nous dira, et qui vise probablement à donner aux enseignants des moyens d'enseigner différemment. On verra. Une autre remarque, une autre réflexion. Voilà. Oui, il me semble que dans votre exposé, il y a deux points qui me semblent importants, qui ne sont pas ressortis à travers cette histoire de presque 30 ou 40 ans d'évolution du numérique. Je les appellerai des ruptures de paradigme, puis je vais simplifier. La première, c'est la première rupture de paradigme, on va dire qu'elle concerne plutôt l'élève. C'est le changement de rapport au savoir. C'est-à-dire que le numérique modifie plus ou moins la façon dont on considère le savoir au sens large, dont il y a accès, de la manière dont on se l'approprie, de la manière dont on reconstruit ce savoir. Et la deuxième rupture de paradigme, c'est que le numérique modifie aussi les liens sociaux, la façon dont les liens sociaux se construisent. Donc, d'une certaine manière, ça modifie aussi la manière d'apprendre, de continuer à apprendre de l'enseignant, mais ça modifie aussi le rapport à l'élève. On voit bien que quand on travaille avec un média, il y a une triangulation qui se fait, même si c'est en classe, et puis la triangulation peut se faire à distance. Il y a toutes sortes de rapports sociaux nouveaux qui sont entrés dans la façon dont on acquiert le savoir. Et donc l'élève comme l'enseignant, finalement, sont tous les deux dans des configurations qui bougent, et j'ai l'impression qu'on est tous un peu des apprentis dans ces deux ruptures de paradigme. Je ne sais pas si les termes sont tout à fait... Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que
je crois que vous avez raison. C'est-à-dire il y a des choses qui changent. Alors est-ce que c'est des ruptures? Je ne suis pas très sûr. C'est l'histoire qui nous dira, si vous voulez. Mais c'est clair, il y a en particulier un changement du rapport au texte qui est évident. Il y a même probablement un changement de rapport au numérique qui est très important. Il y a des choses dont on ne mesure pas encore la portée, mais c'est tout le problème des ressources qui ne sont pas validées par en haut, mais qui sont validées par la communauté. Tout le problème de Wikipédia, effectivement, c'est tout à fait considérable. Alors ça, effectivement, je ne suis pas un peu gentil là-dessus. Il y a des choses passionnantes à faire autour de Wikipédia, et ça mérite d'aller voir de plus près et de regarder un petit peu aussi. Wikipédia a changé de nature depuis son origine. C'était quelque chose de contributif, de très intéressant. Ça tend à quelque chose de plus institué, avec des liens très particuliers avec un grand moteur de recherche, c'est ce que je veux dire. Donc c'est sûr qu'il y a des changements qui sont probablement à l'œuvre. Plutôt, je ne parle pas encore de rupture de paradigme. Je trouve que le système éducatif français reste relativement bien régulé. Il y a toujours des innovateurs qui l'utilisent, mais là actuellement on fait une étude, on fait une recherche dans un département. Vous avez des enseignants, et il convient de les respecter, qui disent « Ah non, moi je n'utilise pas l'ordinateur portable, je trouve que c'est incompatible avec ma façon de ». Bien entendu, alors ça, et quand vous regardez le corps enseignant à l'égard de l'informatique, donc il faut se garder de faire des profils ad vitam aeternam, si vous voulez. Mais vous voyez qu'il y a toujours à chaque moment des gens qui sont enthousiastes, des innovateurs, qui généralement restent innovateurs très longtemps. Vous avez des gens qui sont légalistes, qui vont rester légalistes et qui peuvent basculer d'un côté ou d'un autre, et vous avez des gens qui sont réservés, qui pensent qu'éthiquement, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc c'est des points de vue qu'il est très intéressant d'étudier, il faut écouter ces gens-là. Alors, quant aux liens sociaux, là j'en ai pas parlé non plus, mais si vous voulez, je peux faire tout un cours de 24 heures là-dessus, si vous voulez. Oui, alors ça c'est... Ce qui est le plus impressionnant finalement, c'est la recomposition des systèmes d'activité. Maintenant, avec vous avez vu les flash mobs, les trucs comme ça, il se passe quelque chose qui est bien étudié d'ailleurs par les sociologues. Le lien direct avec l'éducation, moi je n'ai pas de résultats de recherche récents, mais je suis intrigué. Les sociologues font beaucoup de trucs là-dessus. Et une dernière chose qui est intéressante, c'est qu'il n'y a pas que les enfants. Il y a, moi aussi, une des choses qui me semble le plus intéressante, c'est, puisqu'on parle de... Ah, moi je ne parle pas de rupture de paradigme, parce que je ne sais pas à quel moment ça fait crack, je parle d'évolution, effectivement. Un point qui est tout à fait étonnant, c'est ce qu'on appelle politiquement les seniors, j'ai l'impression de faire partie désormais, et Internet. C'est-à-dire, il se passe des choses, et c'est probablement un outil, ça a souvent été dit, d'émancipation, c'est peut-être aussi un outil pour freiner un déclin cognitif. Il y a quelques études, j'ai vu des trucs australiens il n'y a pas très longtemps. Oui, bien sûr, il se passe des choses. Merci. On va prendre une dernière question peut-être, si vous voulez bien. Une remarque ou un témoignage. Non, si vous n'osez pas, c'est pas grave aussi. Juste, je vais en profiter, puisque arrive actuellement de plus en plus, on avait dans le temps la salle informatique, on avait une pratique lourde, et se développe bien évidemment aujourd'hui ce que l'on voit partout dans les établissements scolaires, enfin en tout cas discuter, il faut parfois mis en place, c'est des tablettes, c'est des smartphones. Est-ce que là, on ne va pas assister à nouveau à un autre changement de position de l'école lié au fait que l'outil devient vraiment cette fois-ci, un outil personnel de l'élève? Ah oui, bien sûr, c'est la fameuse histoire des outils personnels. On en parle depuis le début des années 2000. De ça, il y a eu des recherches qui ont été menées sur ce qu'on voit arriver des assistants personnels. Dès le début, alors, c'est très intriguant. Moi, ce qui me frappe le plus, effectivement, c'est qu'il y a des changements dans les interfaces usagées. C'est-à-dire, le clavier disparaît, il y a d'autres principes de manipulation directe qui arrivent. On voit arriver aussi des outils qui permettent de la manipulation à plusieurs, des tables interactives. Je sais qu'il y a beaucoup de recherches qui se mènent là-dessus. Je n'ai pas encore de résultats. Il y a un truc qui m'intrigue, c'est qu'effectivement, le tableau, la tablette, la table, on est toujours devant
ces supports d'inscription, ces supports de restitution, et peut-être ce qui convient de suivre dans les années à venir, parce que tous les jeunes maintenant, assez rapidement, vont avoir des tablettes, ils vont inventer des modes de faire, ce sera peut-être, c'est pas trop, hein, c'est peut-être leur propre smartphone. Moi, je trouve intéressant de voir ce qui va se mettre en place autour des systèmes qui permettent un travail collaboratif, hein, les tables interactives, parce que autant le tableau, c'est un outil de pédagogie frontale, autant la tablette, c'est un outil de travail individuel, autant une table interactive, on peut imaginer que ça permet des situations pédagogiques tout à fait nouvelles, qui obligent à inventer de nouvelles interfaces. Oui, c'est tout à fait assuré. Une question, madame. Besoin de la technique. Toujours besoin de la technique. Un peu de physique aussi. Ouais. C'est pas uniquement numérique. En fait, je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Et l'interaction, elle existe déjà, elle est déjà possible, quels que soient les supports. Parce que là, je pense qu'il ne faut pas confondre aussi la pédagogie et les supports. Ça reste des vecteurs d'enseignement. Et c'est tout. Pas parce qu'on touche avec le doigt ou qu'on appuie sur un clavier, qu'on tient un crayon, que tout est remis en cause. Et l'interaction, elle peut déjà être possible, nous on le vit déjà, avec des outils comme Meet, comme Skype, où des classes peuvent communiquer, Twitter, il y a beaucoup de classes qui tweetent actuellement. L'interaction est déjà une réalité dans certaines classes. Oui, non, mais bien sûr, je dis pas le contraire. Simplement, moi, je suis assez intéressé par, bon, bien sûr, la technique. Je suis d'accord avec vous, ce qui compte, c'est de voir ce qu'on peut en faire en pédagogie. Mais il est certain qu'il y a des nouveaux types d'interfaces, il y a des trucs qui interviennent, et c'est intéressant de voir ce que ça va devenir, comment, et c'est intéressant de voir, parce qu'on est là devant, l'enjeu c'est comme disait Arbardel, de faire des genèses instrumentales, et de faire des genèses instrumentales légitimes, donc, et là c'est aux enseignants de proposer, c'est-à-dire un des facteurs de diffusion des technologies, ça a bien été aussi l'alliance qui a su être tissée entre, d'une part, des praticiens, des chercheurs et aussi des décisionnaires. Donc oui, je sais, alors Twitter est très intriguant aussi, hein, on a un peu travaillé là-dessus, donc je sais qu'il y a des enseignants qui ont des trucs tout à fait remarquables. Il est très important de publier quand c'est possible, de diffuser ce qui a été fait, et on verra bien vers quoi ça nous mène lorsque Twitter sera plus là, et qu'il y aura un autre super Twitter, ou plus sais-je. Merci beaucoup. Eh bien, on va d'abord remercier Georges Baron, bravo.